Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Guinée Actu. Au sommaire à la une, amélioration des maisons de justice en Guinée. Le département d'État américain finance le projet à hauteur d'1 million de dollars, un montant destiné aux équipements de bureaux. En France, le ministre de l'Information et de la Communication a pris part aux travaux des États de la francophonie sur la gestion des fréquences et la migration des médias audiovisuels de l'analogie vers le numérique. Et notre coup de projecteur porte ce soir sur l'extension de la culture de la pomme de terre en Haute-Guinée. Les paysans de la région se mobilisent pour faire du pays un grand producteur de la pomme de terre. C'est une initiative présidentielle. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. En bref et en image, visite privée à Conakry de l'ancien président français François Hollande. Il a été accueilli à l'aéroport de Conakry cet après-midi par son frère et ami, le président guinéen, professeur Alpha Condé. Vous le voyez en image, c'est l'ancien président français, François Hollande, en visite privée en Guinée cet après-midi même. À la une de l'actualité également, fin à Conakry des travaux des États généraux de la décentralisation. Au terme de 2 jours d'échange, les élus locaux ont été formés sur les techniques de fonctionnement et d'analyse de l'Agence nationale de financement des collectivités. C'est le Premier ministre chef de gouvernement qui a présidé la cérémonie de clôture ce vendredi au Palais du Peuple. Ousmane Bangoura, bureau de presse de la primature. Cette rencontre des gouverneurs, préfets, maires et secrétaires généraux du pays est une nouvelle politique qui vise à informer les nouveaux élus sur les défis et les enjeux de la décentralisation et le développement local. Elle permet également aux élus de connaître leur rôle et les outils pour l'exercice de leurs fonctions dans leurs localités respectives. Au terme de ces débats et conclusions, les recommandations suivantes ont été formulées. Signature des textes d'application du Code des collectivités locales déjà élaborés par les ministres concernés. La vulgarisation du Code des collectivités locales. L'organisation des États généraux de la décentralisation et du développement local au niveau des régions administratives. La formation continue des nouveaux élus. Le renforcement des capacités des collectivités locales en vue de l'amélioration de leur capacité d'absorption des ressources qui leur sont allouées. La mise à disposition d'un receveur par commune, le respect du quota de représentativité des femmes dans les instances décisionnelles et dans les commissions mises en place par les conseils communaux, la mise à disposition des participants des supports de travaux sur les états généraux pour pouvoir les lire et les divulguer autour d'eux. Enfin, l'élaboration des plans de développement locaux des communes urbaines conformément au guide harmonisé de la planification deuxième génération. Ces 2 jours de travaux, les participants ont passé en revue les questions liées à la maîtrise de la politique nationale pour garantir le développement dans les collectivités locales. Cette ouverture vers les communautés en termes d'acquisition de ressources affectées, considérant la complexité des questions spécifiques de chaque commune, notamment celle de la capitale, considérant le retard déjà enregistré sur le processus des projets et opérations de l'an 2019, considérant les attentes des populations à la base, nous sollicitons la démultiplication des états généraux au niveau de chaque gouvernorat et ce, 1 fois par an, plus de diligence pour l'approbation des budgets communautaires pour la tutelle, prévoir une prime de fonction plus consistante pour l'autorité exécutive de la mairie, doter les mairies de moyens logistiques, donner l'opportunité aux collectivités, notamment dans les zones urbaines, de passer des baux avec des partenaires dans le cadre d'un partenariat public-privé, de permettre à ces collectivités de lever des fonds en faveur de ces 10 projets. Ce rendez-vous des élus locaux du pays est une nouvelle option de la volonté politique du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Occasion pour le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, d'exprimer l'intérêt qu'il imprime à cette rencontre. Nous sommes donc au terme de 2 jours d'intenses
travaux qui ont réuni dans cette enceinte emblématique du Palais du Peuple l'ensemble des acteurs impliqués dans la décentralisation en Guinée. La tenue des États généraux de la décentralisation et du développement local au moment où les exécutifs communaux issus des élections locales viennent d'être installés n'est pas fortuite. Elle traduit une volonté politique déterminée, celle de son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, d'imprimer une dynamique nouvelle au développement de notre pays sur les fondations d'une gouvernance locale efficace et d'une démocratie participative. C'est un grand tournant dans le processus de décentralisation. Que dis-je? C'est une étape majeure dans l'enracinement de la démocratie en Guinée. Vous imaginez alors toute la satisfaction que j'éprouve en ma qualité de chef de l'équipe gouvernementale de prendre part à cette exaltante œuvre de construction de la dynamique nouvelle de développement participatif. Au moment où vous vous apprêtez à retourner dans vos collectivités respectives, mieux éclairées, mieux outillées, pour répondre avec plus d'efficacité aux aspirations légitimes de nos concitoyens, je peux comprendre l'enthousiasme que je lis dans vos yeux et tout l'engagement patriotique d'être des artisans de la mise en œuvre de la nouvelle dynamique de décentralisation et au-delà de cette dynamique, de la politique de développement économique à la base. Mesdames et messieurs, la politique nationale de décentralisation, dont les concours ont été fixés en 1985, n'a pas varié dans son objectif majeur de rechercher un développement inclusif, harmonieux et équilibré de l'ensemble du territoire. Ce qui change aujourd'hui et marque toute la différence par rapport aux expériences et aux autres tentatives du passé, c'est la pertinence des approches et la consistance des moyens mobilisés. En effet, sous l'impulsion du professeur Alpha Condé, une nouvelle dimension au dispositif de financement du développement des collectivités est mise en place avec la création du Fonds national de développement doté d'ores et déjà de 15% des recettes minières versées à l'État. C'est en cela, j'aime à le dire, le professeur Alpha Condé est le véritable champion du développement de la Guinée. Sa vision et son énergie, que Dieu nous le garde, permettront à la Guinée d'aller vite et loin. Ce fonds est destiné à soutenir le financement de la décentralisation à travers un système de péréquation qui permet à chaque collectivité de bénéficier de la part qui lui revient. Pour soutenir la nouvelle stratégie, l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique a été créée sur les acquis du PICD, riche d'un quart de siècle d'expérience en termes de soutien aux initiatives de base. L'ANAFIC sera désormais le bras opérationnel du gouvernement dans la mise en œuvre de la décentralisation et du développement local participatif, mais pas à Conakry. Madame la maire, je reviendrai là-dessus. À cette contribution de l'État viendront s'ajouter celles des partenaires au développement engagés à nos côtés dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration du bien-être de nos populations. Je suis heureux de vous dire que l'Agence française de développement et la Banque mondiale ont déjà exprimé leur grand intérêt à soutenir le programme. Je suis heureux de trahir la directive du président de la République qui n'aime pas souvent qu'on fasse des annonces, mais quand nous parlons du développement participatif, nous parlons de la gestion collégiale de notre pays, on n'a rien à vous cacher. Le président vous a dit hier que la projection est pour 1 000 milliards. En réalité, c'est 2 000 milliards.
2000 milliards parce que la Banque mondiale m'a confirmé que les services techniques ont approuvé avant-hier 40 millions de dollars. L'Agence française de développement a confirmé pour 10 millions d'euros. Au total, les projections dont nous disposons des différentes recettes laissent présager que les 15% vont aboutir à 650 milliards pour 2019, 700 milliards pour 2020. Alors, faites le compte, nous parlons objectivement de près de 2000 milliards de ressources à la disposition des collectivités. Le professeur Alpha Condé est une chance pour la Guinée parce que, imaginez 2000 milliards sur 2 ans à investir dans les collectivités locales parce qu'il n'y aura pas de contrat venant de Conakry. Aucun contrat de travaux ne sera signé de Conakry. Il s'agit d'impulser le développement à la base pour créer un entrepreneuriat local, donner du travail à nos jeunes, permettre à nos femmes d'avoir accès à la ressource publique en investissant, grâce à cet investissement, dans des projets d'infrastructures qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mesdames et messieurs, la nouvelle dynamique de la décentralisation enclenchée ainsi par le président Alpha Condé vise à faire atteindre à la Guinée, dans des délais plus brefs et les conditions optimales d'efficacité, les objectifs du développement durable. Nous n'avons pas de doute que l'approche participative est la solution d'y parvenir avec efficacité. Il s'agit en définitive de restituer aux populations locales, dont vous êtes les représentants, le pouvoir d'appréhender, de concevoir et de réaliser leur propre bien-être. L'éminent sociologue Alexis de Tocqueville a écrit à juste titre un pouvoir central, quelque éclairé qu'il soit, quelque savant qu'on l'imagine, ne peut embrasser à lui tout seul tous les détails de la vie d'un grand peuple. Fin de citation. C'est toute l'essence de la décentralisation qui favorise une large division du travail et une responsabilité partagée des acteurs représentant ou travaillant pour les populations. Cette orientation requiert tout naturellement une reconversion des mentalités, mais aussi un renforcement des compétences des structures locales. Nous avons entendu vos recommandations sur cette question. Je peux vous garantir que les dispositions sont déjà prises pour que, à travers le projet de mobilisation, de mission d'assistance à la mobilisation des ressources internes, que ce projet puisse assister les collectivités locales pour l'organisation de la fiscalité, pour la définition claire et nette des partages de la fiscalité intérieure entre l'État central et les collectivités. Le projet de la MAPRI, qui est sur le point de démarrer, devra permettre d'outiller les administrations locales que vous êtes, de vous former, de vous donner les moyens d'équipement et de vous assister techniquement pour une levée rigoureuse des ressources fiscales et une gestion tout aussi rigoureuse de ces ressources pour le bien des populations. En fait, le défi pour la Guinée. Vous avez écouté le président il y a 2 ou 3 semaines lorsqu'il ouvrait le projet unique aux impôts. Il indiquait que nous ne faisons pas assez d'efforts pour mobiliser les ressources internes. La Guinée, la pression fiscale en Guinée est autour de 13,5% du produit intérieur brut, là où la moyenne régionale tourne autour de 17%.
C'est la raison pour laquelle nous avons pour ambition d'arriver à 20%, ce qui est conforme aux objectifs fixés par Addis Abeba au titre des possibilités modélisables par nos jeunes économiques, de manière à renverser la tendance de la pauvreté dans le pays. Mesdames et messieurs, vous avez passé en revue les faiblesses, les limites et les contraintes de la décentralisation. Vous avez également travaillé de manière inclusive et concertée à proposer des recommandations visant à lever les problèmes, à enrichir le dispositif opérationnel nécessaire pour bâtir des collectivités locales performantes de façon à en faire de véritables moteurs de développement à la base, et cela sur l'ensemble du territoire guinéen. Nous sommes confortés dans la conviction que la décentralisation constitue un facteur essentiel de développement économique, mais aussi un vecteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, notre champion, et de celui du gouvernement, féliciter l'ensemble des participants pour le travail accompli. Je souhaite aussi exprimer, avec votre permission, la reconnaissance du gouvernement à l'endroit des partenaires au développement pour leur accompagnement constant et leur contribution significative au succès des présentes assises. Mesdames et messieurs, les recommandations que vous avez formulées, je puis vous l'assurer, ne resteront pas des vœux. Elles seront prises au sérieux. Elles seront appliquées dans toute la mesure du possible par le gouvernement. Elles serviront de repères sur lesquels le gouvernement s'appuiera pour consolider le processus amorcé et donner beaucoup plus de pertinence à la dynamique du développement participatif. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer, tout, absolument tout sera mis en œuvre pour garantir le transfert effectif des ressources et des compétences suivant les instruments prévus pour le compte des collectivités locales et les dispositifs associés. En vérité, l'ANACIM, si je réponds à la sollicitation de ma sœur, la maire de Kaloum, l'ANACIM est un instrument provisoire par rapport à ce développement participatif. À terme, lorsque la MAMRI, le projet dont je viens de parler tout à l'heure, d'ici 2 ou 3 ans, quand les structures administratives au niveau décentralisé seront bien outillées, les gens bien formés, le transfert de cet argent s'effectuera directement à vous. On n'a pas besoin d'un intermédiaire quelconque pour son utilisation. Mais au stade d'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que les conditions idoines ne sont pas en place pour permettre une gestion rigoureuse des ressources. Pour Conakry, Madame la maire, un dispositif particulier sera mis en place. J'ai déjà donné des directives à Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire pour qu'on commence à y travailler. Nous irons même plus loin pour Conakry parce que nous allons asseoir une fiscalité, une proportion sur la fiscalité de porte qui constitue la richesse de Conakry en termes de génération de participation au produit intérieur brut, les recettes sur les redevances de pêche de l'État personne, les recettes sur la fiscalité de porte, la douane et l'aéroport. Nous allons déterminer au courant de cette année quelle portion on peut retenir, comme on le fait pour l'ensemble sur les ressources naturelles maintenant pour l'ensemble du pays. Quelle portion on pourrait retenir pour Conakry. Je peux vous assurer que nous parlerons de dizaines de milliards par an à la disposition des mairies de Conakry. Mesdames et messieurs, le chemin à parcourir est certainement long, mais il est à notre portée grâce à la volonté et l'impulsion sans faille de notre champion, le professeur Alpha Condé,
et notre engagement patriotique à tous de réussir le pari du développement pour le mieux-être de nos populations. Je suis convaincu que les informations reçues au cours de ces états généraux et les enseignements reçus, vous en avez tiré, seront d'un apport utile dans cette réflexion. Nous amorçons ensemble un nouveau départ pour la Guinée. Nous mobilisons ensemble pour offrir à nos villes, à nos communes urbaines et à nos collectivités rurales l'énergie et la vitalité qui feront davantage de la Guinée un pays de bon vivre pour tous, le pays de nos rêves. Le gouvernement Kassori, sous leadership du chef de l'État, s'engage à accompagner les élus locaux dans la réalisation des projets d'infrastructure qui concourent au développement à la base. Poursuite à Conakry du séjour de travail de la vice-ministre de la CEDEAO, accompagnée de la secrétaire exécutive du Mano Riva, l'émissaire de l'organisation continentale, a eu hier une réunion de travail avec les membres du gouvernement. C'est pour informer et sensibiliser les ministres sur le projet de mise en place d'un fonds régional de stabilisation des États membres. Le ministère de la Coopération internationale assure la coordination du programme. C'est un reportage rendu par Nabi Kamara. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est sur le point de créer un fonds de stabilisation et de développement dans ses États membres. C'est pour répondre aux besoins de stabilisation économique pour les pays fragilisés par des conflits et des épidémies comme le virus Ebola. Le programme sera financé par la coopération financière allemande. La vice-présidente de la commission de la CEDEAO est venue solliciter l'appui de la Guinée pour la mise en œuvre de ce programme. Et c'est surtout l'engagement des ministres, des ministres guinéens qu'on a rencontrés, qui vraiment sont très courageux et ils sont prêts à développer des projets clés qui seront financés par la CEDEAO et ses partenaires. La coordination de ce programme en Guinée est assurée par le ministère de la Coopération internationale qui fait de la mobilisation des ressources externes son cheval de bataille. Nous avons en ville la vice-présidente de la CEDEAO ainsi que la secrétaire générale de la Mano River qui sont venus ensemble pour appuyer la Guinée à défendre ces projets qui ont des composantes régionales. Et véritablement, c'est une opportunité unique pour notre PNDES de placer les projets qui ont déjà des études de faisabilité dans le cadre plus global des ressources mobilisées grâce à la CEDEAO. Au cours de la phase initiale 2019-2021 du programme, la CEDEAO envisage d'utiliser ce fonds régional dans les pays en situation de transition ou de post-conflit comme la Guinée-Bissau et des pays touchés par Ebola. Dans l'actualité judiciaire, des maisons de justice de plus en plus confortables, la Guinée entend améliorer le cadre de travail des installations judiciaires. Elle est appuyée dans ce projet par les partenaires comme le département américain. Il assure le financement à hauteur d'$1 million en équipement et matériel de bureau. Makalisuma compte rendu. Les maisons de justice sont des espaces qui servent à mieux faire connaître aux citoyens leurs devoirs et leurs droits. Elles permettent un traitement de proximité rapide et surtout gratuit des litiges mineurs par le biais de la médiation et de la conciliation. Leur mise en place a nécessité des expertises. Pour amorcer les activités du projet, en termes de ressources humaines, le projet a mobilisé 20 experts et associé 17 énumérateurs ou enquêteurs. Le projet a débuté avec une enquête de perception et d'identification des besoins des citoyens sur l'accès aux droits et à la justice. D'une valeur d'$1 million, ces matériels serviront à assurer un environnement de travail adéquat dans ces maisons judiciaires de proximité. Nous pensons qu'après les rénovations et les formations, ces équipements favoriseront un climat de travail adéquat, un environnement sain, approprié au personnel des maisons de justice, afin qu'ils puissent répondre à la satisfaction des populations qui s'y rendront.
Ce sont les maisons de justice de Kindia, Labé et Kankan qui sont les bénéficiaires de ces équipements. Conakry et Zérékoré, prévus également dans le projet, attendent la construction ou la désignation de leurs locaux. La non prise en compte des 12 sites, c'est la faute des Guinéens. Voyez-vous, la difficulté en Guinée, c'est qu'on laisse chaque fois le même département faire tout. Nous, on n'est pas au ministère de l'urbanisme, ni le gouvernorat dans notre pays. Nous, on est la justice. Donc quand on tend la main à certaines structures de ce pays, il faut que chacun assume son rôle dans ce pays. Donc jusqu'à présent, le bâtiment de Zérékoré n'est pas réglé, malgré les courriers que j'ai adressés au gouverneur de Zérékoré. À Conakry, j'attends également un geste du gouverneur de Conakry pour qu'il puisse nous trouver ce bâtiment dont il a promis dans une des 5 communes de Conakry pour que les populations de cette ville puissent aussi bénéficier de la problématique des maisons de justice. De la sensibilisation à la médiation en passant par la conciliation, désormais ces maisons de justice permettent de rapprocher la justice des justiciables. Le grand avantage est que ces maisons désengorgent les tribunaux de première instance des délits mineurs de faible gravité. Transparence dans les industries minières, le comité de pilotage Itué-Guinée vient de tenir sa toute première réunion de 2019. Les travaux ont essentiellement porté sur les activités à mener cette année et la question du budget. Un budget qui se chiffre à 1 300 000 $ américains. Compte rendu de la rencontre avec Mohamed Alpha Baldi. C'est l'une des plus grandes fiertés du secteur minier guinéen ces dernières années. Comité du pays aux normes de l'ITU international. Depuis juin dernier, la Guinée a entamé sa nouvelle validation. Cette année, l'institution entend finaliser le rapport 2017 et réaliser de nombreuses activités comme la dissémination de ces rapports 2016 et 2017 à l'intérieur du pays. 104 activités sont identifiées et le budget annuel est estimé à environ 1 200 000 $. Nous avons pu identifier qu'il y a besoin de revoir le PTBA, notamment par rapport à la présentation et aussi par rapport au constat qu'il y a beaucoup de moyens à rechercher, beaucoup de dépenses à faire et les sources identifiées aujourd'hui ne sont pas encore bien claires. Porté par les réformes dans le secteur, l'Itué-Guinée est aujourd'hui parmi les meilleurs élèves du club restreint des pays conformes. Les revenus sont de mieux en mieux repartis au sein des communautés et la transparence contribue à attirer plus d'investisseurs. Nous avons à date réussi à publier régulièrement des rapports et publier ces rapports-là dans les délais. La priorité du président de la République dès son élection en 2010 a été d'instaurer une transparence absolue dans le secteur minier. Cette initiative contribue à cette transparence. Mais au-delà de la transparence, au-delà de la conformité à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, nous voulons continuer d'utiliser cet outil du processus ITUE comme un véritable outil de développement du secteur minier. Pour cette première session du comité de pilotage au compte de 2019, d'anciens membres sont aussi récompensés. Je suis fier d'avoir ce satisfait avec une administration qui fait des réformes, parce que le secteur minier guinéen a engagé des réformes. C'est vrai qu'il est très difficile de mettre en œuvre de nouvelles politiques publiques, mais dans un État, c'est la volonté qui compte d'abord, ensuite le processus de mise en œuvre des politiques publiques. Je suis parti à d'autres fonctions, mais je continue à rester, si vous voulez, comme un acteur de la société civile, comme un membre du comité de l'ITIE. Partout, il faudra défendre le secteur minier. Connue pour ses richesses minières, la Guinée mise sur la culture de la transparence pour que ses mines profitent pleinement aux populations à la base. Et puis en vue de conférer un caractère exclusif, transparent et rigoureux aux opérations de recrutement des jeunes gens au sein des forces armées guinéennes au titre de l'année 2019, il est mis en place une commission d'enquête de moralité dans toutes les préfectures et communes urbaines sous l'autorité du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Cette commission a pour mission de procéder non seulement à la vérification de la bonne moralité des postulants,
mais aussi et surtout à la validation des dossiers et listes de candidature. La commission d'enquête de moralité est composée des autorités civiles, militaires et paramilitaires, des préfectures et communes urbaines concernées. Pendant tout le déroulement des opérations de recrutement, les différentes commissions d'enquête de moralité travailleront en étroite collaboration avec la Commission nationale de recrutement mise en place suivant l'arrêté N0022 PRG MDN CAB 2019 du 1er février 2019. Conakry 15 février 2019, le ministre d'État Mohamed Ghani. Ailleurs en France, les États francophones échangent sur la gestion des fréquences et la migration des médias audiovisuels de l'analogie vers le numérique. C'est en prélude de la conférence mondiale des radiocommunications prévue en octobre en Égypte. La Guinée est représentée à ce rendez-vous international par le ministre de l'Information et de la Communication. Les images de Mohamed Souma sont commentées par Mohamed Saliouba. À cette rencontre internationale, les États francophones échangent sur la gestion des fréquences. Les 2 jours de débat devraient permettre aux participants d'harmoniser leurs positions avant la conférence mondiale de radiocommunication prévue en fin d'année en Égypte. Cette rencontre, c'est une rencontre des pays francophones pour préparer la conférence, d'échanger des idées, des points de vue et voir si on peut arriver à des positions communes avant la conférence pour faciliter les discussions pendant la conférence et arriver à des décisions plus rapides et plus efficaces pendant la conférence. Autre menu de cette rencontre, la migration des médias audiovisuels de l'analogie vers le numérique. Une transition amorcée depuis plusieurs années mais qui peine à être effective dans bon nombre d'États en Afrique. La Guinée a engagé un processus de transition de ses installations télé et radio vers le numérique depuis 2012. Malheureusement, nous avons accusé un important retard et donc il est important que la Guinée vienne écouter les expériences de ces pays francophones qui pour la plupart nous sont des pays voisins à la Guinée et aussi que la Guinée fasse valoir son point de vue pour éviter justement ou en tout cas pour profiter de l'apprentissage des erreurs qui auraient pu être enregistrées par les autres pays dans le cadre de leur processus de transition. La migration des médias audiovisuels de l'analogie vers le numérique et la gestion rationnelle des bandes de fréquences devraient améliorer la qualité de la communication et favoriser l'accès aux médias pour les populations. Actualité économique à présent, bientôt la Banque centrale va émettre des billets de 2000 francs guinéens. Une annonce à l'occasion de l'an 59 de la monnaie guinéenne qui arrive dans quelques jours, ce sera le 1er mars. Mais avant, l'institution vient de lancer de nouvelles coupures de 20 000 avec plus d'éléments de sécurité. Babou Bakar. Du nouveau à la Banque centrale. Conformément à sa mission de banque d'émission de billets et pièces monétiques, de sécurisation et de gestion de la monnaie en circulation dans le territoire, avec à la clé la lutte contre l'inflation, la Banque centrale a lancé hier un nouveau billet de 20 000 francs haute définition. Un billet qui a la même taille et couleur que le premier, mais qui renferme de nouveaux signes très sécurisés, difficiles à falsifier. L'objectif est de moderniser les billets de banque en s'adaptant à l'évolution de l'industrie monétaire. L'anniversaire de l'année 2019 est placé sous le signe de l'assainissement et de l'amélioration de la circulation fiduciaire. À ce titre, je voudrais vous indiquer que des changements majeurs sont opérés dans la circulation fiduciaire en termes d'enrichissement de la famille de billets et d'évolution constatée sur certaines des coupures existantes. La différence entre l'ancien et le nouveau billet est à la fois visible et non visible. Au recto, par exemple, le strip tin a été remplacé par 2 colombes estampillées avec une encre à effet optique produisant un changement de couleur d'or à vert selon l'angle d'inclinaison du billet. Au verso, le fil de sécurité a été remplacé par un plus moderne et plus large, donnant la même luminosité qu'au recto. Personne ne comprendrait que la Banque centrale manque de coupure de monnaie nationale. Et de la même manière, il n'est pas concevable
que les billets connaissent un degré d'usure très avancé tel que ceux que nous avons connus dans le passé. Les deux billets anciens et nouveaux resteront en circulation jusqu'à l'épuisement des anciens billets qui seront retirés progressivement du système bancaire. Autre innovation dans l'industrie fiduciaire, le gouvernement de la Banque centrale compte mettre en circulation le billet amélioré de 10 000 francs et un nouveau billet de 2 000 francs dès le 1er mars 2019 pour harmoniser les données et soulager les populations. Économie encore, comment exécuter le budget de l'État? La question interpelle le pôle financier du ministère du Budget qui s'approprie le contenu du nouveau plan d'engagement pour la régulation budgétaire. C'était en la faveur d'une rencontre entre le ministre du Budget et les acteurs impliqués dans ce processus. Reportage signé Mamadi Gassama. La rencontre a lieu chaque année entre le chef du département du budget et le pôle financier. Pour l'année 2019, l'exécution du budget sectoriel va obéir à une nouvelle stratégie. Elle se fera suivant un plan d'engagement, un outil de travail qui servira désormais de guide pour la régulation budgétaire. Les modules qui ont été développés tout à l'heure, ce sont des modules qui concernent la publication de l'instruction que nous appelons la lettre circulaire qui explique chaque année comment le budget qui a été adopté par les élus du peuple va être exécuté. L'autre module, c'est celui que nous avons appelé le plan d'engagement. Et ce plan d'engagement est un outil qui sert à effectuer la régulation budgétaire. En organisant cette rencontre, le ministère du Budget rappelle aux acteurs impliqués dans l'exécution budgétaire à beaucoup plus de rigueur et de responsabilité dans cet exercice. En réalité, c'était de dire qu'est-ce que le président veut dans ce budget de cette année. Quelle doit être leur partition et leur expliquer également les instructions qu'on a reçues du Premier ministre dans l'exécution du budget de cette année. Outre la sécurisation des recettes, le plan d'engagement permet également de mieux qualifier les dépenses à travers une gestion transparente des ressources de l'État. En Haute-Guinée, la population s'implique de plus en plus dans la culture de la pomme de terre. C'est dans le cadre de l'initiative présidentielle. Cette année, une tonne de semences a été mise en terre dans la région. L'appui du gouvernement galvanise les acteurs qui comprennent l'importance de cette culture. Ils se mobilisent pour faire de la Guinée un grand pays producteur de la pomme de terre. C'est un reportage signé Kerno Ousmane Diallo, Aboubakar Gabi. Il y a 3 ans, la culture de la pomme de terre n'était qu'une initiative expérimentale à Baro d'Ankouroussa. Mais aujourd'hui, les résultats obtenus sont jugés encourageants et favorisent l'extension de la culture dans le reste de la région pour contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. De 300 kg de semences de pommes de terre au début uniquement à Baro, l'on est à présent à 1 tonne de semences réparties à travers de nombreuses localités en Haute-Guinée. On a partagé à travers toutes les sous-préfectures de Kouroussa pour voir si ça donne comme à Baro. Ensuite, on a envoyé une certaine quantité aussi à Kankan. On a vérifié là-bas les résultats quand même et les verdures sont concluants, encourageants. Ensuite, les sous-préfectures de Kouroussa, Babla et autres, et Kouroussa Centre, on a distribué une certaine quantité. Tout cela, nous visons la création d'une fédération de producteurs de pommes de terre de la Haute-Guinée. Sous son périmètre de 2 hectares à Baro, Djati Kondé s'attend à récolter 40 tonnes de pommes de terre. Dans les autres localités de la région, les parlementaires s'engagent dans la sensibilisation des communautés afin de vulgariser la culture de la pomme de terre dans la région pour diversifier l'alimentation et augmenter la production nationale. C'est un ouf de soulagement parce que il y a des moments où la patate ne marche pas, il y a des moments où l'IA ne marche pas. Donc la pomme de terre peut venir remplir ce temps. Nous avons été encouragés par Diati Kondé à nous engager dans la culture de la pomme de terre, d'abandonner les mines artisanales et de nous tourner vers cette culture. Il nous envoie les semences et tout se passe bien. À terme, une fédération des producteurs de pommes de terre devrait voir jour dans la région.
À l'Abbé, le lavage des mains s'invite dans les habitudes en milieu scolaire. C'est le cas des élèves de Kouroula. Ces écoliers sont désormais soumis à se laver les mains avant de commencer les cours. Une pratique d'hygiène salutaire qui contribue à l'amélioration de la santé en milieu scolaire. Sarafedine Diallo, Ousmane Ba. À travers le lavage régulier des mains, on peut éviter de nombreuses maladies. À l'Abbé, la pratique se renforce au sein des couches sociales, notamment en milieu scolaire. Des dizaines d'élèves s'habituent à se laver les mains tous les matins avant la rentrée des classes. Le projet est porté par l'ONG Le Partenariat avec l'appui des institutions comme la GIZ. Il faut bien s'approprier l'outil et bien savoir comment l'utiliser. Donc il est prévu prochainement une sensibilisation par la DRS et la santé scolaire au lavage des mains à l'eau et au savon. Donc bientôt, tous les élèves sauront bien se laver les mains et utiliser des stations. Il fut un moment, dans nos écoles, on utilisait le kit. Avec l'usage de ce dispositif, on perdait assez de temps chaque matin. Et la perte de ce temps affectait négativement les horaires alloués à nos différentes matières. Maintenant, avec la venue de ces stations de lavage des mains groupées, 18 élèves pourront se laver les mains en 2, 3, 4 minutes au maximum. Progressivement, les bonnes habitudes commencent à s'installer chez les élèves. Ici, aux écoles primaires Kouroula 1 et 2, le lavage des mains fait désormais partie du quotidien des enfants. C'est une satisfaction que l'ONG, le partenariat, à travers lui, la GIZ, de faire cet appui aujourd'hui à nos écoles au niveau de la préfecture de l'Abbé. Avec le lavage régulier et correct des mains, de nombreuses maladies dites souvent des mains sales peuvent désormais être évitées. Retour à Conakry avec ce public reportage. L'Institut technique et professionnel Roi Mohamed VI met sur le marché de l'emploi une centaine d'étudiants, dont 96 filles. Les diplômés sont de la 2e promotion de cet institut, promotion qui porte désormais le nom du ministre de l'élevage, Patrick Milmono. Parents, amis, encadreurs et partenaires ont pris part à la cérémonie. Saint-Martin Fansinaduno au reportage. C'est la caravane des étudiants sortant de la 2e promotion de l'Institut technique et professionnel Roi Mohamed VI de Conakry. Elle annonce les couleurs de la cérémonie de remise de leur diplôme. Ils sont au total 119, dont 96 filles. Tous ont passé 3 années d'études professionnelles dans les filières comme infirmier d'État BTS, sage-femme BTS, transit commerce international, comptabilité gestion BTS, banque assurance BTS, tourisme et hôtellerie, comptabilité BEP et douane transit BEP. Nous avons des professeurs, nous avons des personnes de ressources, nous avons des partenaires efficaces qui nous accompagnent, qui sont prêts vraiment à nous amener de très loin pour que l'Institut Roi Mohamed VI soit la première école qui donne à l'État, à la nation guinéenne, les cadres de haute formation, de haute qualité pour sortir ce pays de l'ornière. Cette 2e promotion de l'IPM 6 porte désormais le nom de Patrick Milmono, ministre de l'élevage et de la production animale. Ces récipiendaires se disent prêts à rivaliser leur talent sur le marché de l'emploi. On nous a répartis dans les hôpitaux, on a fait les cours de pratique avec les CMC. En tout cas, nous sommes en mesure d'affronter les problèmes sur le terrain. Le seul enseignement que je peux tirer et donner à mes filleuls, c'est le travail et l'humilité. Car celui qui veut grandir doit s'abaisser. Le chemin est dur, mais quand on emprunte un chemin royal, il faut se dire que c'est un chemin dur, plein d'embûches, plein d'épines, et que seul le travail paye. En prélude à cette remise, les encadreurs de l'IPM 6, associés aux fondateurs, organisent une formation sur les techniques d'élaboration d'un plan d'affaires, de recherche et de financement et de développement de l'esprit d'entreprise. L'autre enjeu ou défi majeur auquel le système éducatif est confronté, c'est que nous formons beaucoup de théoriciens et moins de praticiens. Et aujourd'hui, le plus important, c'est d'éveiller la conscience des jeunes sur les avantages de l'entrepreneuriat
et leur faire comprendre aussi qu'il y a des solutions alternatives à l'emploi salarié. Ces récipiendaires sont désormais motivés à mettre en place des projets afin d'assurer leur autonomie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Grand merci à vous pour votre obligeante attention. Bonsoir et bon début de week-end à tous. À demain.